Bonjour à toutes et à tous. La Global Conférence continue ici à l'abbaye de Fontevraud et nous sommes ravis et honorés d'accueillir Chantal Joanneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice de Paris, ancienne ministre, conseillère régionale d'Île-de-France, coprésidente de l'association Écolo-Éthique, tout ça à la fois. Et vous planchiez à l'instant même sur un thème assez dans l'actualité qui est nucléaire et hydrocarbures de schiste. Quelle part d'incertitude pouvons-nous accepter? Ça s'est bien passé? Très bien. Ouais. Oui, en plus on était plutôt d'accord dans le panel. Donc, ouais, mais voilà. alors ça s'est pas bien passé, c'est plutôt rigolo quand on n'est pas d'accord. C'est plutôt rigolo, mais oui, mais bon, après, sur des sujets quand c'est assez évident, il n'y a pas de problème politique en fait. Alors, vous connaissez la règle du jeu, c'est les internautes qui vous interpellent. Donc, on commence tout de suite avec Gadou. Faut-il exploiter le gaz de schiste en France? Quelle est votre position à ce sujet? Voilà, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet avec Gadou, effectivement. Qui a bien choisi son pseudo. En fait, le débat il est assez simple sur le gaz de schiste. Le débat, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'il y a des méthodes propres, pas propres, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux. Le seul débat, c'est que le gaz de schiste, c'est une énergie fossile, donc ça émet des gaz à effet de serre. Exploiter les gaz de schiste en France contribue donc à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Si on considère que le changement climatique est la priorité première de nos politiques, en tout cas, est une des priorités premières, dans ces conditions, l'exploitation ne se justifie absolument pas. Après, vous allez me dire, oui, mais après tout, on importe l'équivalent de 12 milliards d'euros chaque année de gaz, donc on pourrait les remplacer par les gaz de schiste et se substituer. Oui, mais tout l'argent que vous allez investir dans la recherche pour trouver des méthodes propres, dans la concertation locale, parce que ça ne va pas passer tout seul, dans la concertation locale, tout cet argent-là, qui sera en grande partie de l'argent public, vous ne le mettez pas dans la recherche sur justement des technologies alternatives d'énergie durable, d'énergie qui, elles, n'émettent pas de gaz, ou peu en tout cas de gaz à effet de serre. Donc moi, ma position, elle est très très simple. Dans la mesure où le risque majeur qui nous touche tous aujourd'hui, c'est le changement climatique, les changements climatiques, dans ces conditions, il n'y a aucune justification politique à exploiter des gaz de schiste. Donc tous ceux qui vous disent non mais on va trouver des méthodes propres, en réalité considèrent en fait que la question du climat n'est pas la question première. D'accord. Et cela dit, la question du climat est peut-être la question première, mais il y a d'autres questions qui se posent, et notamment des choses qui s'appellent l'indépendance énergétique. Et quand on voit, par exemple, ce qui interpelle peut-être certains, c'est quand on voit l'évolution des Américains. Là, actuellement, on sent qu'ils ont gagné notamment, ils sont beaucoup moins dépendants du Moyen-Orient, et que ça leur redonne une espèce d'énergie qui est assez intéressante. Et on se dit, on passe peut-être à côté de choses comme ça. Non, mais là, il y a deux éléments sur l'indépendance énergétique. Déjà, l'indépendance, c'est la souveraineté, et les énergies durables, quand on maîtrisera totalement ces technologies, nous la donnerons. Un exemple très simple, le solaire. Le solaire, on reçoit en rayon sur Terre 10 000 fois l'énergie dont nous avons besoin. Le jour où vous le maîtrisez parfaitement, où vous le stockez, et on est en train d'évoluer très vite parce que c'est quand même l'une des dernières énergies qu'on a découvert, ce jour-là, vous êtes le roi du pétrole, le roi du pétrole du 21e siècle, pas du 20e siècle. Donc c'est vraiment, en termes d'indépendance et de souveraineté, c'est dans cette voie-là qu'il faut agir. Deuxième élément, sur le gaz de schiste. On nous dit, ah formidable, regardez, alors on a eu des études de l'Agence internationale de l'énergie qui disaient que les deux plus gros bassins en Europe, c'était la Pologne et la France. Avec certaines estimations, nous disons, vous avez 1 siècle d'autonomie en gaz devant vous. Sauf que les Polonais ont commencé à forer et à regarder. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a une roche, ce qu'on appelle une roche-mère, des schistes. Donc on suppose que peut-être dans cette roche-mère, il pourrait y avoir effectivement ce qu'on appelle des hydrocarbures non conventionnels. Mais on n'en sait rien. Donc les Polonais ont commencé à forer. Ils ont foré. Aujourd'hui, ils sont grosso modo à 10% des estimations premières. Parce qu'il y a ce qui est effectivement présent ou pas présent, et ensuite, après, il y a ce qui est exploitable. Et l'exploitable est très inférieur. Donc, l'exemple américain n'est pas du tout transposable chez nous, mais pas du tout. Alors, on va passer à l'autre thème de votre conférence qui était le nucléaire. Carole nous demande, est-il possible qu'un événement similaire à celui survenu à Fukushima puisse se répéter dans d'autres pays si des mesures ne sont pas prises? Cela dit, on peut rassurer Carole, un tsunami à Fessenheim, c'est pas d'actualité, je pense. Mais bon. Non, alors, dans d'autres pays, peut-être. En France, effectivement, le risque de tsunami, en France,
métropolitaine, il est faible. Le seul risque identifié, d'ailleurs pour lequel on a des systèmes de surveillance, c'est sur la Méditerranée. Mais en tout cas, ailleurs, effectivement, non. Pour autant... il y a d'autres risques que les tsunamis, il y a d'autres risques, bien voilà. sûr. Aucune centrale nucléaire, aucune n'est sans risque. C'est impossible. Et le risque est toujours majeur, évidemment. Et ça, c'est une évidence. Voilà, vous avez un attentat terroriste, un énorme avion qui tombe sur une centrale. Il y a d'autres risques. Ce qui me frappe beaucoup, c'est effectivement la non-conscience de ces risques. Parce que finalement, moi, j'ai eu l'opportunité d'être sous-préfète même. Fallait le supporter, mais bon, j'étais sous-préfète. Et j'ai ouvert la dernière centrale nucléaire qui a été construite en France, c'est celle de Civaux. Dans la Vienne, pas très loin. Je sais tout. Voilà. Et cette centrale nucléaire, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il y a bien effectivement des systèmes d'information du public. Vous avez énormément de réunions d'information du public. Mais jamais vous n'avez réellement eu, à l'échelle nationale en tout cas, de débat sur est-ce que vous avez envie d'accepter ce niveau de risque. On peut l'accepter, on peut tout à fait dire ouais, j'accepte ce niveau de risque parce que je veux continuer à garder mon niveau de confort, je veux même peut-être le développer et tant pis, on verra bien. C'est un débat politique, mais ça, ce débat n'a jamais eu lieu. Et vous souhaiteriez qu'il ait lieu ? Moi, on est dans une démocratie, quoi. Alors, en France, c'est pas vraiment une démocratie. On a quand même un fondement monarchique qui n'a pas complètement disparu, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup aujourd'hui. Mais oui, il faudrait. Alors, on peut pas le faire sous forme de référendum, parce que dans notre pays monarchique, si vous faites un référendum, vous déplacez la question. Vous déplacez la question. Vous êtes pour le président de la République ou contre le président de la République. Donc, ça n'a rien à voir avec la question initiale. Par contre, on pourrait l'imaginer à l'échelle des régions. Cela vous déplacez le terrain. C'est plus la question d'un référendum effectivement national. C'est localement, vous pourriez le déplacer sur un autre terrain. Question de Schumann, nucléaire, gaz de schiste, n'est-il pas judicieux d'explorer et de développer d'autres énergies comme la biomasse, l'éolien, etc. Ah bah oui, ça. Oui, bah c'est effectivement ce que je viens effectivement d'expliquer. C'est-à-dire que là, vous vous souvenez, on avait dans le cadre du Grenelle de l'environnement pris une mesure qui était de mettre à parité la recherche entre le nucléaire et les énergies du renouvelable. Donc 1 euro investi dans la recherche nucléaire, 1 euro investi dans le renouvelable. On n'y est pas totalement. On avait réussi à réaugmenter la recherche dans les énergies renouvelables, mais on n'y est pas totalement. Parce que c'est là effectivement le grand sujet d'avenir, mais vraiment le grand sujet. Alors ça demande beaucoup d'argent, mais pour ça, il serait quand même utile qu'avec les autres pays européens qui travaillent sur ce sujet, que ce soit les Allemands, que ce soit les Anglais, notamment sur les énergies marines, on travaille ensemble. Vous savez, par exemple, les hydroliennes, juste en face de l'EPR de Flamanville, dans le Raz, on peut mettre des hydroliennes et développer la puissance équivalente de 2 EPR par des hydroliennes. Simplement, effectivement, ça suppose une recherche ensemble, de l'investissement ensemble. 2 EPR, enfin, c'est pas rien, c'est énorme. L'énergie thermique des mers, c'est utiliser la différence de température entre la profondeur et puis la surface. Très utile, évidemment, sur les territoires ultramarins et dans toutes les petites îles. Ça, c'est pareil, c'est des projets magnifiques. On connaît la technologie en France, la DCNS la connaît, la maîtrise. Donc l'avenir, il est là. Il est effectivement l'énergie des mers, le solaire, j'en parlais, la biomasse. On a un gros potentiel et contrairement à ce que les gens pensent, on n'a pas moins de forêts en France, on en a plus. On a une forêt en expansion qu'on a besoin au contraire de cadrer et de gérer, parce qu'une forêt mal exploitée génère du gaz à effet de serre. Donc on a un énorme potentiel avec ces autres formes d'énergie et puis la gestion intelligente de l'énergie. Mais on parle de transition énergétique. Est-ce que la transition va être douce ou est-ce qu'elle va, vous voyez, est-ce que tout ce que vous nous décrivez là, qui a l'air effectivement plein de promesses, est-ce que ça va arriver suffisamment à temps c'est plein de promesses, mais il faut y croire. Le problème des promesses, c'est qu'il faut y croire. Le problème des promesses, c'est qu'il faut cesser de dire attendez, on va faire du solaire, et puis non, finalement, ça marche pas assez vite, donc on va faire l'hydrogène, puis finalement, ça va pas assez vite. Parce que ça, c'est franco-français, on s'inscrit pas dans la durée. Chaque fois que vous allez dans une voie, vous avez des petites voies qui vous torpillent, qui disent non, mais vous savez, il y a que le nucléaire. On a un vrai problème de toute façon dans l'organisation française institutionnelle autour de ces questions. Tant qu'on n'arrivera pas à avoir une vision beaucoup plus indépendante et objective, on n'arrivera pas à avancer. Colorado, vous avez un centre de recherche avec 4000 ingénieurs uniquement sur les énergies effectivement du futur et les énergies renouvelables. Donc ça va avancer, ça peut avancer vite, mais le vite dans la vie,
c'est pas le vite politique. C'est pas le vite dans les 2 ans. La vraie vie, ça se construit à 10 ans. Et 10 ans, c'est très court dans une vraie vie. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut aussi expliquer aux personnes, c'est que la transition, elle est en marche, l'évolution, elle est en marche. Soit on en profite et on est en tête de train, soit effectivement, comme d'habitude, comme pour l'éolien, on la regarde passer. Et ce sont d'autres pays, la Chine, les États-Unis, d'autres pays européens qui effectivement la conduiront. Cela dit, vous en parliez tout à l'heure et Léo nous en reparle. Est-ce que vous pensez vraiment que le Grenelle de l'environnement a changé quelque chose dans la mentalité des entreprises françaises? On n'a pas beaucoup parlé des entreprises. Le grand paradoxe, en fait, aujourd'hui, il y a un grand paradoxe, c'est qu'en 2007, on avait un politique très stimulé par des associations, on ne va pas se mentir, qui était un peu en avance sur la société. En 2012-2014, on a une société qui agit, qui bouge, des citoyens qui bougent, qui évoluent vers une consommation. On le voit dans les évolutions de la consommation, c'est extrêmement intéressant. Et on a des entreprises qui bougent, parce qu'elles y ont intérêt. Elles ne sont pas folles, les entreprises. Oui. Donc elles y ont intérêt. Elles sont effectivement dans des démarches de réduction de consommation d'énergie, beaucoup plus participative. Elles voient très bien la question des ressources qui se pose. Non, moi je trouve les entreprises bougent. Après, il y en a certaines qui sont des vrais freins aujourd'hui dans ce qu'elles disent et dans ce qu'elles font. Les entreprises comme EDF sont un vrai frein dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles font, dans le lien qu'elles ont avec la Direction Générale Énergie, notamment Énergie-Climat au sein de l'administration, qui vous explique que c'est trop cher, un bon EPR ça vaut beaucoup mieux. Le prix de l'EPR, le rapport de la Cour des comptes le montre très bien. Non, c'est quand même quasiment 2 fois plus cher qu'une éolienne. Donc on a un vrai sujet là. Il y a quelques entreprises, mais ces quelques entreprises ne doivent pas masquer ce qui bouge, et notamment dans les PME, et notamment on a beaucoup d'innovations, mais qu'il faut... Aujourd'hui, on a un problème institutionnel. On n'en revient pas toujours au même problème en France dont on commence à beaucoup parler, qui est ce problème d'élite, un petit peu décalé, un petit peu... Je crois, les élites ne sont pas décalées. Les élites sont dans un système et des institutions qui ne leur permet pas nécessairement effectivement de faire bouger les choses. Elles sont incroyablement conservatrices quand même. Non, les institutions aujourd'hui font que vous évoluez effectivement en fonction de vos corps, en fonction de votre ancienneté, en fonction, voilà. Donc une élite peut avoir des convictions, mais elle se met très vite en marge. Je l'ai vécu, donc on se met très très vite en marge. On a un système, voilà, vous êtes une élite, vous êtes sorti du corps des mines, vous allez à la Direction Générale Énergie-Climat, vous savez que vous allez gagner beaucoup plus si vous passez ensuite dans le privé, notamment à EDF ou ailleurs d'ailleurs. Vous ne pouvez pas directement, donc vous allez être quand même plutôt conciliant à la DGEC, vous allez passer par le cabinet, vous serez toujours très conciliant et vous partez ensuite chez EDF. La réalité, c'est ça. On peut se mettre la tête dans le sable, mais donc on n'a pas des élites très conservatrices, on a un système et on a des institutions qui sont, par leur mode de fonctionnement, complètement bloquées. Mais c'est pas un problème de personne. Ah non, c'est un problème de système, oui, effectivement. De système et de corps, et tout. Enfin, vous l'avez très bien décrit, je pense, avec votre exemple. Alors, une question un peu politique de Mamar. Bonjour. Jusque-là, on fait que ça. Oui, alors politicienne, alors disons, un peu plus politicienne. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer en quoi l'écologie de gauche est-elle rétrograde et facteur de décroissance économique? Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous pensez du concept d'écologie de gauche? Ou alors, je comprends à peu près ce qu'il y a derrière la question, le fait qu'il y ait une espèce d'OPA des Verts positionné à gauche sur le thème d'écologie politique. J'appellerais pas ça l'écologie de gauche, j'appellerais ça effectivement l'écologie politique. Avec l'idée très préemptée qu'il faut être vert pour être écolo. La plupart de nos concitoyens peuvent être très écolo convaincus sans être de droite, de gauche, ni du centre d'ailleurs. Ils peuvent avoir des convictions très, très différentes. Le problème en fait des Verts, c'est qu'ils sont très clairement... alors je distingue Europe Écologie des Verts. Donc les Verts, tels que l'ancienne version,
qui a repris le pouvoir, mais bon, passons. Et qui l'a quitté d'ailleurs. Et qui l'a quitté. Donc voilà, je mettrais Daniel Cohn-Bendit chez Europe Écologie et Cécile Duflot chez Les Verts. Voilà, pour simplifier. Oui. Les Verts, en fait, sont vraiment héritiers du mode de pensée des années 70. Mode de pensée industriel, et ils s'inscrivent complètement dedans. Effectivement, c'est le débat croissance versus décroissance, ce qui n'est pas un faux débat d'ailleurs. On devrait surtout s'interroger sur qu'est-ce qu'on met dans le terme de croissance. Est-ce que le PIB, c'est un bon indicateur? Pour moi, ça, c'est le vrai débat. Le PIB est un mauvais indicateur. Mais du coup, il donne une vision très sclérosée, très dure, très moralisatrice, qui passe pas très bien. On va parler d'écologie punitive un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, en fait, l'écologie, c'est un sujet d'innovation. C'est un sujet de pensée d'avenir, quoi. C'est comment on remet en question le PIB, est-ce qu'on applique les préconisations de Stiglitz et Amartya Sen. Ça c'est magnifique, ça c'est génial. Ça fait au moins, ça motive. Mais effectivement, l'écologie politique fait que du coup, les autres partis ne sont pas vraiment emparés du sujet, ou on considérait que dès qu'on en parlait, c'était forcément un peu négatif. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de sortir de ça et d'expliquer aussi aux autres partis, peu importe qu'ils soient de gauche ou de droite, mais leur dire attention, c'est un énorme sujet d'innovation. Vous avez le droit d'avoir des clivages dessus. Il faut avoir des clivages parce qu'on ne sait pas relever tous les défis de l'écologie. Il n'y a pas de certitude. Je vous coupe, excusez-moi, parce que la transition est bonne. On nous demande, pouvez-vous nous parler d'écolo-éthique? Est-ce que c'est pas ça justement l'objectif d'écolo-éthique? Écolo-éthique, c'est un pur think tank. C'est pas justement pas politique d'ailleurs. D'ailleurs, je l'ai monté avec Laurence Wisniewski qui est d'Europe Écologie. Donc on ne veut pas du tout s'afficher sur l'échiquier, ce qui est compliqué quand vous êtes politique, j'en conviens. Et on travaille vraiment sur l'innovation écologique dans le domaine de la société. Donc on va vraiment travailler sur les aspects économiques, juridiques, culturels, philosophiques, mais pas sur la technologie pure, on n'est pas compétent. Donc à Écolo-Éthique, vous allez trouver des personnes comme Jean Jouzel, membre du GIEC, vous allez trouver Yves Coppens, vous allez trouver Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, vous allez trouver Elisabeth de Fontenay, elle a travaillé avec nous, mais elle n'est pas encore au comité scientifique. Vous allez trouver Gal Giraud, qui est un économiste jésuite, par exemple. Donc vous allez trouver des juristes, beaucoup de juristes spécialisés de ces sujets. Mais on est vraiment sur comment on innove dans la société. On s'est intéressé à la consommation durable. On s'est intéressé à la question de l'animal. On a énormément travaillé sur l'animal. Sujet épidermique, d'une violence inouïe. Donc voilà ce qu'on fait chez Écolo-Éthique. Mais vraiment, moi, je suis convaincue que tant qu'on a nos bases philosophiques en France, nos bases d'éducation, nos bases culturelles ne changeront pas, ce sera très difficile de faire évoluer les choses. Tant que l'homme s'estimera au-dessus de la nature, il aura du mal à comprendre qu'en fait, il en est partie intégrante. D'ailleurs, dans votre corps, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez 10 fois plus de cellules non humaines que de cellules humaines. Ah ben non, je ne savais pas. Vous êtes, sans le savoir, vous êtes une ode à la biodiversité. J'ai appris quelque chose. Je vous remercie beaucoup. C'était passionnant. On aurait pu continuer pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais je crois que vous avez pas mal d'obligations. Je vous remercie beaucoup d'être venu avec nous. Merci.